Bonjour à toutes et à tous. J'aurai le plaisir de présenter avec le professeur Tavernier de Besançon ce communiqué sur les pathologies de la trompe de Stage, donc du diagnostic au traitement. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en début de congrès avec la pathologie pressionnelle, notamment de la plongée. On va voir que tout ce qui concerne la trompe de Stage passe évidemment au-delà des problèmes dispressionnels et peuvent contribuer dans une certaine mesure au développement d'otite chronique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette trompe de Stache? C'est un organe qui est à l'heure actuelle connu depuis de très nombreuses années, mais la physiologie, la physiopathologie reste encore un peu mystérieuse parfois. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elle est impliquée dans des phénomènes de régulation pressionnelle, ça c'est certain. Donc c'est une pathologie qui va faire parler d'elle lors des changements pressionnels pendant les vols commerciaux, pendant également les séjours en altitude, des fois même en voiture lorsqu'on va aller à la montagne et passer des cols, mais également c'est un problème qu'on va rencontrer lors de la régulation de la pression des gaz de l'oreille moyenne qui va être modifié dans les phénomènes d'otite chronique, et un défaut de régulation de pression en différents gaz, bon, notamment en oxygène et en diazote, ça va entraîner des phénomènes de dépression relative dans l'oreille moyenne et de rétraction tympanique. Donc, cette dysfonction tubaire, on la retrouve également dans l'otite chronique. Alors évidemment, toutes les pathologies tubaires ne se traduisent pas par une otite chronique, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et c'est aussi une raison pour laquelle vous verrez les explorations ne sont pas toutes adaptées à mesurer la fonction tubaire telle qu'on les connaît actuellement. Elles vont mesurer des problèmes de pression dans l'oreille moyenne, mais pas forcément une dysfonction tubaire. Et aussi à l'inverse, évidemment, il y a des otites chroniques pour lesquelles il n'y a pas de dysfonction tubaire. Donc en fait, les deux ne sont pas totalement superposables. Alors, petit rappel anatomique et physiologique, juste pour bien placer le décor. Alors déjà, quand on parle de trompe de Stage, il faut savoir si on parle d'un enfant ou d'un adulte, parce qu'il y a des caractéristiques à la fois anatomiques et physiologiques qui sont différentes chez l'enfant et chez l'adulte. Alors, chez l'adulte, la trompe de Stage, elle va être plus longue, plus verticale, et on va avoir un coude qui va se former au niveau de la région de l'isthme. Alors que chez l'enfant, la trompe de Stage, elle va être plus dans l'axe directement du cavum, elle sera beaucoup plus courte, ce qui favorise la dissémination des germes du cavum vers l'oreille moyenne. Alors, cette trompe de Stage, il y a une partie qui est un conduit relativement inerte et qui va être dans la forme et la position va être modifiée par des contractions musculaires. Et aussi, il faut bien prendre conscience que la musculature de la trompe de Stage est très importante dans son fonctionnement, pas uniquement sa muqueuse, et qu'il y a des pathologies, nous verrons après, qui sont liées à son dysfonctionnement. Donc, en corollaire de cela, ça explique pourquoi les enfants qui naissent avec des fentes labiales et labiopalatines vont avoir des problèmes de trompe de Stage, tout simplement par insuffisance musculaire. Et enfin, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de la muqueuse, donc elle va être sensible à tous les phénomènes inflammatoires qu'on va retrouver à ce niveau-là, à la fois qui peuvent être liés à des phénomènes locaux de rhinite, mais aussi au reflux gastro-œsophagien, au tabagisme, aux allergies et à tous ces éléments-là. De manière beaucoup plus rare, on va retrouver des facteurs anatomiques qui posent des problèmes. Alors certaines sténoses qu'on peut retrouver de manière congénitale, mais plutôt de manière acquise après, par exemple, un geste d'adénoïdectomie ou après une radiothérapie, par exemple, ou des fois des petites brides qui sont présentes dans le cavum de manière constitutionnelle. Alors là, juste, c'était un petit schéma pour vous présenter la musculature de cette trompe de Stage qui est en intime relation avec le voile du palais. Les deux sont très liés. Alors il y a vraiment deux muscles qui sont intrinsèques, sont le muscle tenseur et le muscle élévateur. Donc ça, sont vraiment les muscles intrinsèques de la trompe de Stage. Les autres sont des muscles extrinsèques qui participent aussi au fonctionnement du voile du palais. La trompe de Stage, elle a des particularités anatomiques suivantes, c'est-à-dire qu'elle ressemble à un aspect de sablier. Il faut avoir deux extrémités qui sont évasées, une au niveau du pharynx, une au niveau du protympanum de l'oreille moyenne. Et on a une zone qui est la plus rétrécie, c'est la zone de l'isthme, c'est celle que vous avez ici. Alors elle est à la fois différente par son aspect anatomique et par la muqueuse qui la compose. On va avoir une transition entre de la muqueuse respiratoire de type digestive, enfin ce qu'on va retrouver également dans les voies aériennes supérieures, vers le pharynx, vers une muqueuse qui va ressembler à la muqueuse de l'oreille moyenne quand on va remonter vers le protympanum. Et dans la zone isthmique, la muqueuse va être une couche très fine, quasi monocellulaire, avec un chorion très dense, avec très peu de vascularisation en dessous et très peu d'éléments. Donc c'est vraiment une zone qui est très étroite, naturellement, et qui va atteindre environ 4 mm de hauteur pour 2 mm de largeur. Donc on comprend qu'un phénomène inflammatoire qui va modifier la muqueuse à cet endroit-là va rapidement entraîner une obstruction physique. Et c'est ce qu'on retrouve en effet quand on va regarder la muqueuse à la fois dans le protympanum, donc ça c'est l'image de droite, ou alors ce qu'on va voir plutôt vers le pharynx. Alors vous voyez que déjà l'aspect de la muqueuse naturellement n'est pas tout à fait la même. Quand on se rapproche du pharynx, on a un épithélium qui est pluristratifié, avec des cellules muqueuses, des cellules acineuses et puis après des cellules basales.
une couche conjonctive et puis après des cellules stromales. Quand on va arriver au niveau de l'oreille moyenne, hein, typiquement la structure de la muqueuse est très différente, avec du monocouche ou du pluricouche, et puis après un stroma qui est beaucoup plus lâche. Alors, comme je vous l'expliquais en introduction, on va avoir des conséquences liées au dysfonctionnement de la trompe d'Eustache, donc des anomalies d'échange gazeux entre l'air inspiré et l'air situé dans l'oreille moyenne. Alors, il faut savoir que la trompe d'Eustache ne va avoir de rôle que lorsqu'il y a des variations importantes de pression. Lorsqu'il y a des variations lentes, son rôle est beaucoup moins marqué. Donc les variations importantes et rapides de pression, c'est la plongée, c'est l'avion, c'est des mécanismes brutaux. Lorsqu'on va avoir des variations beaucoup plus lentes de la pression, comme ce qu'on a dans les otites chroniques, le rôle de la trompe d'Eustache est un peu moins important parce qu'elle est moins sollicitée pour son ouverture. Alors, en plus de ce problème purement mécanique et pressionnel, la muqueuse peut s'altérer avec des troubles de la clairance mucociliaire. Donc on a vu qu'il y avait des cellules acineuses qui produisaient du mucus au niveau de la trompe d'Eustache. On a des cellules, les cellules superficielles sont des cellules ciliées, donc qui vont capter le mucus et l'envoyer après vers le pharynx. Donc si on a des réactions inflammatoires, on peut avoir des modifications de la qualité du mucus et aussi du tapis mucociliaire qui va éliminer ce mucus. Et également, dans le chorion qu'on a vu qui était assez lâche, on a des cellules immunitaires, donc des cellules notamment qui sécrètent des immunoglobulines et qui ont un effet aussi de protection vis-à-vis des germes de l'environnement. En cas d'inflammation, on a des modifications de la sécrétion de ces immunoglobulines et ça peut contribuer à des problèmes notamment d'otite chronique et de fonctionnement de la trompe d'Eustache en général. Alors pour ne pas perdre trop de temps, je vais vous parler assez rapidement de l'étude de la trompe d'Eustache. Alors vous allez voir qu'il y a des choses qui sont un peu spécifiques. Nous, en tant qu'ORL, on est très habitué à étudier la fonction de l'oreille moyenne, mais la trompe d'Eustache a quelques subtilités. Alors, les moyens qui existent aujourd'hui. Alors, il y a différents moyens, certains qui sont facilement utilisables en clinique et d'autres qui sont du domaine de la recherche. Donc, je vais vraiment rester sur ceux qui sont utilisables en clinique, mais pour que vous sachiez que ça existe, par exemple, il y a la méthode du caisson. Donc, on va se mettre dans des caissons hypo et hyperbares pour voir un peu la circulation des gaz au niveau de l'oreille moyenne. Pareil pour les méthodes isotopiques. On va inhaler un gaz qui va qui va libérer des molécules et tout ce qui va être mesurable après en scintigraphie pour voir les échanges gazeux avec des gaz radioactifs. Donc ça reste vraiment du domaine de la recherche. Par contre, tout le reste, notamment la tubomanométrie, la sonotubométrie, sont des choses qu'on peut réaliser dans un cabinet, il suffit d'être équipé. L'électromyographie, c'est un peu plus technique, j'en dirai juste un mot. Alors, on va commencer par l'évaluation clinique simple. Ça, tout le monde peut le faire. Donc, l'autoscopie, évidemment, ça c'est un élément clé. On va regarder ce qui se passe à une extrémité du problème, l'extrémité tympanique. Et il faut toujours faire une otoscopie qui soit dynamique. Et ça, c'est vraiment le message important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de regarder un tympan sans manœuvre. Ça ne donne aucune information véritable sur la fonction de la trompe d'Eustache. Il faut toujours réaliser des manœuvres de surpression, comme la manœuvre de Valsalva. Vous allez voir le tympan qui va s'exsuffler, comme vous pouvez voir sur l'image en dessous. Donc, certes, vous avez une poche de rétraction, mais la fonction tubaire n'est pas forcément très altérée. Et aussi, il faut faire des manœuvres de dépression tympanique, comme la manœuvre de Toynbee, c'est la plus facile à réaliser. Et à ce moment-là, vous allez voir également des mouvements de votre tympan avec une diminution de la pression dans l'oreille moyenne. Donc ça, c'est une extrémité de la trompe d'Eustache. L'autre extrémité, ça va être endoscopie nasopharyngée. Vous allez regarder l'orifice pharyngé de la trompe d'Eustache. Alors déjà, vous allez regarder son environnement. Est-ce qu'il y a un problème d'inflammation au niveau de la muqueuse nasale, un écoulement? Est-ce qu'au niveau du cavum, il peut y avoir potentiellement une tumeur? Pourquoi pas, mais juste des phénomènes cicatriciels, des brides, une inflammation, des signes de reflux. Donc toutes ces informations sont des informations de l'environnement de la trompe d'Eustache. Et pour la trompe d'Eustache elle-même, qu'est-ce qu'on va apprécier? On va apprécier différents éléments. Donc là, c'est une trompe d'Eustache droite qu'on va voir par endoscopie. Donc là, on est sur la partie postérieure qui est ici. Donc ce qu'on va pouvoir visualiser, c'est à la fois ici, sur la partie postérieure de la trompe d'Eustache, est-ce qu'on a un volume normal, c'est-à-dire avec la graisse du tissu d'Haussmann qui est présente. Et également, sur la partie antérieure et inférieure, on va pouvoir regarder la tonicité des muscles de la trompe d'Eustache, du muscle tenseur et élévateur. Est-ce qu'ils ont des contractions qui sont normales à la déglutition ou est-ce qu'au contraire, ils vont avoir des phénomènes de contracture, ils sont contractés en permanence, qu'on peut retrouver dans les béances. Donc là, les mouvements de la membrane tympanique. Donc là, vous allez voir, ça c'est ce qui se passe lorsqu'on a une béance tubaire par exemple. Mais donc en surpression, on a le tympan qui va s'exsuffler et à l'inverse, en dépression, le tympan qui va revenir à l'intérieur comme si on avait une rétraction. Donc ça c'est l'examen clinique, c'est vraiment la base. Ça c'est ce qu'on peut faire chacun avec vraiment un matériel minimal. Bon, après si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire? L'impédancemétrie tympanique, la tympanométrie. Qu'est-ce que ça va nous donner comme information? Bon, ça va vous donner des informations sur l'état de la pression dans l'oreille moyenne.
mais l'état de la pression de l'oreille moyenne, comme je vous l'ai dit au départ, elle n'est pas le reflet du fonctionnement de la trompe d'Eustache. Quand vous avez des variations lentes de pression dans l'otite chronique, la pression dans l'oreille moyenne diminue, mais ça ne veut pas dire que la trompe d'Eustache, lorsqu'elle s'ouvre, n'arrive pas à corriger ce problème de pression. Donc la difficulté, c'est que cette tympanométrie, même si vous retrouvez des anomalies de type, surtout type C, puisque ça va vous orienter plus que le type B vous aurez un épanchement, donc ça peut être aussi un autre problème, mais si vous avez un type C, ça va vous orienter vers une pathologie tubaire, mais vous pouvez typiquement avoir une pathologie tubaire avec une tympanométrie de type A. Donc ça, le message, ce n'est pas parce que vous avez un tympanogramme normal qu'il n'y a pas de problème tubaire. Il y a seulement 30%, il y a 30% des dysfonctions tubaires qui ont un tympanogramme de type A. Donc un cas sur 3. Ça n'a de valeur que si c'est pathologique. Donc si après on veut aller vraiment plus loin dans la démarche diagnostique, il faut voir comment marche la trompe d'Eustache. Donc là, pour ça, il y a vraiment principalement 2 méthodes aujourd'hui, la sonotubométrie et la tubomanométrie. Alors la sonotubométrie, ça a été développé depuis les années 80. Le principe, il est relativement simple. On va envoyer un son dans la fosse nasale, on met un microphone dans le conduit auditif externe, on va capter le même son. Quand la trompe d'Eustache va s'ouvrir, l'intensité du son va augmenter. C'est vraiment le principe, il est assez simple, hein, c'est pas très sorcier. Ce qui est difficile, c'est de trouver un matériel qui vous permette de le faire aujourd'hui, parce que s'il n'y a pas de matériel commercial, sauf il y en a un au Japon qu'on peut avoir, et c'est pas très simple de se le procurer. Mais voilà, le principe, il est relativement simple. Là, c'est ce que vous voyez, ça on l'a fait nous au laboratoire à Montpellier. Au moment où vous avez l'ouverture de la trompe d'Eustache, on a un premier grand clic que vous voyez ici qui est lié au bruit de l'ouverture de la trompe d'Eustache lui-même, suivi par une deuxième augmentation ici plus petite, et là, c'est lorsque vous avez le son qui passe. Donc le premier clic, c'est le bruit qu'on entend lorsque la trompe d'Eustache s'ouvre, c'est la contraction des muscles, et elle doit être suivie juste après par une augmentation de l'intensité sonore du son qu'on a envoyé. Donc ça veut dire que le son est passé, donc l'air est passé. Il faut envoyer un son, je ne vais pas entrer sur la technique, mais c'est des sons en général plutôt haute fréquence pour ne pas être gêné par les bruits de la déglutition lorsqu'on va les mesurer. Alors la difficulté, c'est après, qu'est-ce qu'on fait de ce résultat? Est-ce qu'on peut le normaliser? Est-ce qu'on a des valeurs qui permettent de comparer un patient à un autre? C'est assez compliqué. Pour la tubomanométrie, c'est un peu plus simple parce que là, on a des normes. Alors le principe, il est légèrement différent. On va avoir un système qui ressemble beaucoup à un aérosol manosonique. Donc on va avoir un embout nasal qui va envoyer de l'air sous pression à la déglutition. Et on va aller capter des variations de pression dans le conduit auditif externe par une sonde qu'on va y mettre. Et donc, si la déglutition est efficace et que la trompe d'Eustache s'ouvre, vous aurez une image comme celle-ci. En bas en bleu, vous avez l'augmentation de la pression pharyngée lorsque vous déglutissez. Et en parallèle, on va avoir une augmentation de la pression dans l'oreille moyenne qu'on mesure avec la sonde. Alors, quelle est l'information qu'on a lorsqu'une trompe d'Eustache fonctionne correctement? En fait, vous avez un début d'élévation de la pression dans l'oreille moyenne qui se produit au moment de l'augmentation de la pression pharyngée, et pas après. Donc il faut que ces phénomènes soient à peu près synchrones. Si vous avez, alors ça c'est ce qu'on appelle l'indice de latence ou l'indice R. Donc l'indice R, il doit être inférieur ou égal à 1. Si vous avez une pathologie, comme ici un retard d'ouverture tubaire, donc la trompe d'Eustache s'ouvre, mais elle s'ouvre en décalé. Elle s'ouvre dans la phase de plateau que vous avez ici de l'augmentation de la pression pharyngée. Donc vous avez un retard d'ouverture tubaire et ça va signer une dysfonction de la trompe d'Eustache. Et cette évaluation, on va la faire à différentes pressions, 30, 40 et 50 millibars, et on va pouvoir comparer l'efficacité d'ouverture de la trompe d'Eustache avec différents gradients de pression. Et ça vous donne une information assez nette sur le fonctionnement de la trompe d'Eustache. Dès que vous allez avoir un indice supérieur à 1 ou pas du tout d'ouverture de la trompe d'Eustache, c'est pathologique. Alors, à côté de ces examens instrumentaux, on peut aussi s'aider de questionnaires qui sont quand même assez efficaces pour évaluer la fonction de la trompe d'Eustache, notamment le questionnaire ETDQ7 qui a été validé en français. Donc, c'est un questionnaire qui est coté sur 7 questions, avec une échelle qui va de 1 à 7. Donc, avec différentes questions. Est-ce que vous sentez une pression dans les oreilles, des douleurs, une impression d'eau dans les oreilles? Bon, je ne vais pas toutes vous les passer, mais ça, vous trouverez facilement le questionnaire sur Internet si vous le cherchez. On fait la somme et à la fin, si on a un score supérieur à 14 sur 49, c'est très sensible pour dépister un problème tubaire. Alors, on a plus de 90% de sensibilité. En prise en charge thérapeutique, je passe la main au professeur Tavernier. Merci. Alors, on va continuer donc sur sa prise en charge, cette insuffisance tubaire. Donc, vous avez vu que il y a déjà plusieurs causes à la dysfonction tubaire d'une manière générale. Le
plus délicat, c'est à travers ces différents bilans de réussir à identifier la cause et puis ensuite à mettre derrière le traitement qui pourra être efficace. Alors, il y a tout un panel de traitements que je vous ai listé ici, des traitements médicaux et des traitements chirurgicaux ou non chirurgicaux versus chirurgicaux, lesquels utiliser, à quel moment, chez qui. Donc, on a une espèce de gradation. On commence bien sûr par le moins invasif, donc les traitements non chirurgicaux, et ensuite on va aux traitements chirurgicaux jusqu'au plus invasif. Et en plus, le dernier arrivé, qui est la dilatation de la trompe de Stache, sur laquelle je vais revenir. Alors, on peut s'aider sur une recommandation qui est relativement récente, elle n'a que 5 ans, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je reprends. Voilà, ils nous ont déjà, au niveau médicamenteux, vous avez vu, on a cette habitude, les médecins généralistes ont cette habitude de donner tous ces traitements de corticoïdes décongestionnants. Voilà, aucun n'a fait preuve de son efficacité, ils ne sont pas recommandés. Donc voilà, on bannit tout ça, on en reste à des traitements non chirurgicaux, non médicamenteux. Le traitement pressionnel qui est relativement contraignant à réaliser avec cette machine, le kinésitube ou l'AMSA, l'appareil manosonique automatisé, donc qui permet de réaliser une dilatation successive de la trompe de Stache avec une pression qui n'est pas une hyperpression. On a des pressions moins importantes que lors de la manœuvre de Valsalva, mais de façon répétée. Donc le principe, c'est de mettre cet embout au niveau narinaire, de réaliser une déglutition au moment où on a la surpression qui est réalisée et indiquée par un voyant sur la machine. Et il faut en réaliser 10 de suite, au moins une fois par jour, dans l'idéal 2 fois par jour. Donc ça fait matin et soir, il faut prendre une dizaine de minutes, ouvrir la machine, la mettre en route et réaliser ça pendant plusieurs mois pour obtenir une efficacité. La rééducation tubaire, c'est à la fois plus contraignant et moins contraignant. C'est plus contraignant dans le sens où il faut le faire encore plus longtemps et il faut prendre sur soi, on n'a pas de machine extérieure. Par contre, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de... Justement, on est libre, on peut faire ça en conduisant sa voiture le matin en allant au travail. Par contre, il faut aller voir... Il faut aller voir une orthophoniste pour essayer. Alors, ce que je recommande à mes patients, c'est d'aller voir l'orthophoniste. Je leur fais une ordonnance, elles font un bilan, elles analysent exactement les dystrophies qu'il y a au niveau de la déglutition, le fonctionnement de l'ensemble de la musculature orofaciale. Elle met en place un traitement. C'est quelques séances. En réalité, ça va assez vite. Elle fait le bilan, elle fait 2-3 séances et elle donne le rythme de la rééducation. Les patients ensuite rentrent chez eux, le font, et je leur demande de retourner voir l'orthophoniste 1 ou 2 séances, ça suffit, à un délai de 3-4 semaines, pour vérifier que c'est comme pour un entraînement. Je leur explique qu'ils vont faire un entraînement, donc pour qu'on réhabitue la musculature au fonctionnement, il faut le faire de façon régulière et de façon rigoureuse. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, il y a les exercices qui ont tendance à glisser, et puis finalement, c'est complètement inefficace. Donc, il faut refaire le point avec l'orthophoniste et puis corriger ça. C'est un entraîneur. J'assimile dans l'explication ça, effectivement, avec un entraînement sportif. Il faut faire fonctionner la musculature. Donc, il faut un entraîneur, et puis il faut le faire de façon régulière, sinon on n'arrivera jamais à courir le 100 mètres ou à faire un marathon. Et ensuite, on arrive aux traitements chirurgicaux. Que je vais vous détailler un petit peu. Donc, le bilan préopératoire, je vais aller très vite parce que finalement, ça a déjà largement été fait. Donc, des manœuvres potentielles, là aussi dynamiques, avec un Valsalva, une manœuvre de Bold, un reniflement pour essayer d'aller voir ce qui se passe et une exploration pour identifier différentes causes spécifiques qui seraient traitables indépendamment de la prise en charge de la pathologie tubaire, donc des végétations adénoïdes, une bourse de Tornval, un cancer bien sûr, et les brides. Là, c'est assez important de les analyser. Les brides sont des espèces d'aubans, il faut essayer de voir où elles sont situées par rapport au bourrelet tubaire, quel type de tension elles créent, et dans quelle mesure elles contraignent ou elles empêchent le mouvement de dilatation lors de la déglutition. Donc là aussi, un examen dynamique, et on peut en avoir plusieurs, d'un seul ou des 2 côtés. Généralement, il y a une bonne association
entre ce qu'on voit et la relation des patients. C'est-à-dire que si on voit des brides d'un côté, généralement, on a la gêne unilatérale chez les patients. Et on peut passer de brides asymptomatiques, parce que vous avez tous fait des cavoscopies chez des patients qui ont été opérés de végétation adénoïde. Toute bride n'est pas responsable de ça. Il faut vraiment analyser l'implantation de la bride. Une bride au fond du cavum ne va rien donner. Et il faut savoir qu'aussi une bride asymptomatique qui vient barrer juste au-dessus la trompe de Stache peut devenir symptomatique lors, par exemple, d'une inflammation locale, lors d'une rhinite, et il peut y avoir une décompensation, et à partir de là, se met en place la pathologie, et la bride qui n'était pas responsable auparavant le devient, il faudra la prendre en charge. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes animations. L'analyse du scanner, alors une analyse à visée diagnostique, là aussi, si possible, en accord avec le radiologue, le faire de façon dynamique, en associant un Valsalva ou une manœuvre de Bolt, donc qui permet d'aller voir sur le scanner si on a une dilatation possible de la trompe de Stache, soit de façon spontanée, soit de façon forcée lors de la manœuvre de Valsalva. Donc ça a un intérêt diagnostique sur la prise en charge et l'indication thérapeutique secondaire. Et dans le cadre du bilan thérapeutique, alors tout le monde n'est pas d'accord, bilan pré-thérapeutique de la dilatation tubaire. Pour ma part, je le fais de façon systématique. Le but, c'est d'aller regarder la position de la trompe de Stache par rapport au canal carotidien lorsqu'on va aller faire une dilatation. Voilà, c'est pour éviter des lésions qui n'ont jamais été décrites. Mais voilà, il vaut mieux se couvrir et avoir vu cette anatomie d'imagerie avant de se lancer dans la prise en charge agressive, cette fois invasive, qui consiste à la dilatation de la trompe de Stache. Donc, il y a trois matériels qui sont à notre disposition. Ce n'est pas le premier, mais c'est le premier que j'ai utilisé, c'est le Spiegel. J'ai essayé plus récemment, utilise maintenant le Stryker. Donc le principe, dans tous les cas, c'est d'aller glisser un cathéter muni d'un ballonnet dans la partie interne, en aval de l'isthme, le cathéter, et de dilater la trompe à 12 bars, ce qui est recommandé à 12 bars pendant 2 minutes. Donc c'est une pression assez importante, avec une durée relativement courte. Donc vous avez ici le film qui a été fait par la société avec le matériel Spiegel, qui est un matériel réutilisable pour la partie qui porte le cathéter. Donc vous avez à choisir 3 angulations différentes en fonction de l'aspect local de l'orifice tubaire pour vous mettre juste en face. L'exploration, vous allez le voir ensuite, se fait soit dans la même fosse nasale. Dans la majorité des cas, j'utilise une optique à 0 degré. Tu me diras comment tu fais, Frédéric. Une optique à 0 degré dans la même fosse nasale. On peut utiliser une optique à 30 ou à 45 dans la fosse nasale contralatérale, voir si c'est délicat de s'exposer, de passer par la bouche. Voilà. Donc tout est possible, c'est assez simple d'aller voir la trompe de Stache. Si nécessaire, lorsqu'on est sous anesthésie générale, dans la majorité des cas, il est possible de faire une petite luxation de la queue du cornet pour avoir une bonne exposition. Et on arrive assez facilement à aller glisser le cathéter. Donc voilà, le cathéter qui lui est à usage unique, qui est retiré de sa coque protectrice, qui va être glissé. Je vais peut-être avancer un petit peu. Voilà, on le glisse à l'intérieur de l'introducteur. On va le placer. L'introducteur, vous voyez les éléments, il coulisse un petit peu comme une seringue. La longueur a été prédéterminée pour coïncider chez la majorité des gens à la portion cartilagineuse de la trompe de Stache. Donc on n'a pas plusieurs longueurs de cathéter. Vous voyez que la particularité de celui-ci, c'est que ça coulisse à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, lorsque l'on est en place, on ne voit pas le cathéter se déployer dans la trompe de Stache. Alors, il m'est déjà arrivé d'être sans doute mal placé au départ et de ne pas me rendre compte que le cathéter glissait dans la trompe de Stache dans un bourrelet muqueux que je ne voyais pas. Et c'est au moment de la dilatation qu'on se rend compte, voilà, par contre on le voit bien, qu'on n'est pas dans la bonne position. Bon, il faut ressortir, recommencer. Voilà la façon dont c'est mis en place. Alors, la différence avec le matériel Stryker à usage unique,
c'est que le cathéter coulisse à l'extérieur. Vous avez une espèce de tige autour de laquelle est placé le cathéter, et on le fait coulisser, donc on le voit glisser à l'intérieur, donc on a une visualisation qui est un petit peu plus sécurisante lorsqu'on le met en place. Et il y a un deuxième avantage, là c'est fait sous anesthésie locale. Je sais que Frédéric le fait exclusivement, enfin j'en suis sûr, je lui ai posé la question juste avant, il continue à le faire exclusivement sous anesthésie générale. C'est faisable, c'est proposé notamment au Canada en consultation sous anesthésie locale. J'ai réalisé personnellement 5 procédures sous anesthésie locale avec des tolérances qui sont pas toujours les mêmes. Alors j'ai fait 3 procédures avec ce matériel Spiegel et 2 procédures, alors on ne peut pas faire une étude sur ça, hein, avec le matériel Stryker. L'avantage du matériel Stryker, c'est comme il est creux, lorsque l'on dilate, on n'a pas la surpression qui est créée au niveau de la caisse du tympan et on n'a pas de tension au niveau du tympan. Et donc j'ai eu l'impression, et un des patients que j'ai dilaté 2 fois à 6 mois d'intervalle sur la même trompe d'Eustache, une fois avec le matériel Spiegel, une fois avec le matériel Stryker, m'a dit que très nettement, c'était moins désagréable avec le système Stryker. Donc peut-être à cause de cette ouverture à l'intérieur. Donc on a un manomètre qui est lui aussi à usage unique. Voilà, on fait sous forme d'une seringue. Alors soit comme celui-ci, il est vissé, le Stryker, on pousse au doigt. Il n'y a pas de manomètre dans le Stryker. On sait que quand on a mis la totalité de la seringue, on est à 12 bars. Alors, quels sont les résultats de ceci? Alors, c'est assez récent. Hein. Vous voyez que la première publication qui avait été faite, c'était en 2010. La revue des premières séries était en 2015. Et les résultats étaient relativement mitigés. On n'avait pas de résultats très, très francs. Les résultats immédiats semblaient très, très bons, avec des 85-90%, avec une chute dans le temps. Sur des petites séries, c'était difficile de donner des résultats. Ils ont essayé d'évaluer, alors ça c'est important, c'est de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette dilatation tubaire. Ça c'est des essais qui ont été faits sur des cadavres pour voir ce que ça donnait. Et globalement, ça donne 2 effets lorsqu'on dilate la trompe d'Eustache. Le premier, c'est sur la muqueuse, puisque une des raisons en dehors de la pathologie musculaire, c'est d'une hypertrophie soit temporaire, soit permanente de la muqueuse, et on fait un écrasement de la muqueuse. À 12 bars, on écrase la muqueuse sur le cartilage. En même temps, on blesse cette muqueuse, et il y aurait, ça c'est de l'hypothèse, une fibrose secondaire qui éviterait la réexpansion, à nouveau l'hypertrophie secondaire de cette muqueuse. Et le deuxième effet qui a été montré sur le cadavre, c'est lorsqu'on dilate dans cette espèce de gouttière cartilagineuse tubaire, c'est que on crée des micro-fissures sur la partie endotubaire du cartilage qui permettrait de rompre l'effet de mémoire de forme, d'élasticité du cartilage qui resterait un petit peu plus ouvert. Donc voilà les 2 hypothèses de résultats, d'efficacité de résultats. Et maintenant, on commence à avoir un peu plus de résultats qui sont évalués de différentes façons, donc soit en termes d'audition, soit en termes de questionnaires de qualité de vie, soit avec une tubomanométrie, comme ça a été fait ici. Et globalement, ça marche, sauf si on veut avoir une normalisation de l'aspect tympanique qui ne bouge pas. Mais ce n'est pas ce qui gêne les patients, sauf si on est dans un état précholestéatomateux. Donc voilà une autre méta-analyse qui avait recensé toutes les études et on retrouve la même chose. Hein. Les résultats sont globalement bons, significatifs, sauf sur l'aspect otoscopique, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Hein. On cherche vraiment à améliorer les gens. Alors, quid des complications? Alors, toutes les complications mineures qui ont été répertoriées, vous voyez, sont de l'ordre de 2%. C'est des complications pour lesquelles il n'y a pas besoin d'hospitalisation, pas besoin de gestes particuliers qui sont sans gravité. Ce qui est noté comme une complication sévère, c'est un hémotympan. Sévère parce qu'il y a eu besoin d'un acte de drainage secondaire, mais sans séquelles. Je vais vous en présenter une autre qui ne sort pas des études, mais qui est un de mes premiers cas que j'avais réalisé il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et vous voyez l'emphysème qui avait été créé. Donc,
c'est un geste relativement, donc un emphysème majeur au niveau cervical, vous allez voir qu'il s'étend jusqu'au niveau médiastinal en arrière du cœur. Donc un important emphysème, c'est un geste qui est réalisé en chirurgie ambulatoire, les gens y repartent. Là, le malade en question, c'était ça, hein, il était rentré chez lui, il habitait à 1 heure, 1h30 de route, et il appelle en disant j'ai un truc bizarre, j'ai le cou qui gonfle. Et donc on lui dit vous êtes où, vous faites quoi? Il était en voiture, c'est pas lui qui conduisait parce qu'il venait d'avoir une anesthésie générale. On lui a fait faire demi-tour, il est revenu. Voilà, ça c'est le scanner lorsqu'il est arrivé en urgence dans le service. On l'a hospitalisé. Il a été mis sous antibiotiques en prévention. On a eu une résorption en 3-4 jours. Il est resté 3 jours hospitalisé. Sur le scanner de contrôle à 3 jours, on avait déjà une résorption. Localement, il n'y avait plus rien de visible et il n'y a eu aucune séquelle. Mais voilà, ça peut entraîner quand même des effets assez importants. Alors, rétrospectivement à l'interrogatoire, la dilatation, j'avais peut-être poussé, j'étais peut-être à 13 ou 14 bars, la même durée. Je mets une durée souvent un petit peu plus importante. Il est recommandé 2 minutes. Je mets plutôt 2 minutes 30 de dilatation. Je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai pas changé ma procédure. Je continue à rester à 2 minutes 30. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'est mouché de façon assez importante. Et de façon caractéristique, il dit que c'est après son mouchage qu'il a vu son cou qui a commencé à gonfler. Donc il y avait une fissure dans la muqueuse, et puis au mouchage, donc la dilatation a été plutôt efficace, hein, et au mouchage, il a eu cet emphysème. Donc sans séquelles, relativement sévère. Je te laisse reprendre l'étude. Il va vous présenter 2-3 résultats d'études plus récentes. Oui, nous on a la même expérience avec les emphysèmes. Je sais pas, on a dû faire entre 150 et 200 cas. On en a eu 2. À chaque fois, c'est des emphysèmes qui ont une résolution assez simple. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Mais c'est lié surtout à il y a une partie de la procédure qui est faite en aveugle. On peut faire un faux chenal dans la muqueuse, on ne le voit pas. Et là, malheureusement, ça, on peut s'en rendre compte sur des effets secondaires de ce type-là. Mais quand on fait un faux chenal dans la muqueuse, ça peut tout à fait arriver. Donc, c'est pour ça que quand on fait l'insertion du ballon, il faut le faire vraiment de manière très douce et sans forcer, parce que dès qu'on commence à forcer, c'est pas bon signe. Il vaut mieux stopper le geste. Enfin. Alors oui, là, on vous a présenté les résultats et c'est vraiment ce qui se passe chez l'adulte. Parce qu'aujourd'hui, les ballons, ils ont le marquage CE chez l'adulte. Pour le ballon de Spiegel & Theiss, celui de Stryker, je ne sais pas, s'il a aussi chez l'enfant. Mais c'est à vérifier. Mais enfin, il faut dire que la plupart des procédures, jusque-là, se sont quand même concentrées chez l'adulte. Alors, la question que sont posées pas mal d'ORL, c'est savoir est-ce qu'on pouvait le faire chez l'enfant aussi. Donc moi, j'en ai pas l'expérience, mais je vais juste vous relater quelques éléments de la littérature. Donc, ce sont surtout des équipes allemandes et aux États-Unis qui ont été actives dans ce domaine-là, principalement. Donc, celle-ci, la première dont je vais vous parler, c'est dans le cadre d'une deuxième ligne de traitement d'échec d'otite séromuqueuse chez l'enfant. Donc, quand même, un nombre significatif d'enfants inclus, 126. Qu'est-ce qu'on pouvait voir? C'est qu'après dilatation, là, ce sont les chiffres que vous avez en bas. Donc, on se retrouve avec une diminution du nombre de tympanométries anormales. Donc, avant, on avait essentiellement des tympanométries de type B et C. On avait, sur le total, 38 type B, 8 type C. Et puis, après dilatation, on se retrouve avec beaucoup moins de type B et de type C. Donc, c'est un peu ce qu'on attend de ce genre de traitement. Donc, eux, ils avaient une évaluation qui était essentiellement basée sur la tympanométrie. En regardant l'aspect tympanique chez ces patients, ils ont pu observer, là aussi c'est un peu compliqué parce qu'en fait ça va dépendre du type de patient qu'on inclut. Chez les adultes, tout à l'heure on vous a dit qu'il n'y avait pas de modification au niveau du tympan. En fait c'est un peu normal parce que chez les adultes, on inclut des cas d'otite chronique, mais aussi des cas sans otite chronique. Alors les cas sans otite chronique, ils ont un tympan normal avant, ils vont garder un tympan normal après, donc forcément on ne voit pas de modification de l'aspect tympanique. Si on inclut que des patients avec otite chronique, ça peut être un peu différent. Bon là chez les enfants aussi, un peu pour les mêmes raisons que ce que je vous avais montré avant. Quand ils vont comparer donc le avant-traitement, donc c'est en colonne, et le après-traitement, c'est en ligne. Donc après-traitement, on voit que les patients qui avaient par exemple une otite séromuqueuse, ils se retrouvent après traitement en normal dans 62 cas sur les 126. Donc c'est quand même assez significatif comme réduction, presque un cas sur 2. Donc ils ont remarqué sur l'ensemble de leur cas une amélioration de l'aspect tympanique. Et pour une fois, ce n'était pas non plus des études contrôlées, on ne sait pas ce qui a été fait comme traitement à côté, c'est toujours compliqué. Une autre étude, cette fois-ci, qui a été faite par une équipe turque, sur le même profil de patients, et là ils ont fait un comparatif entre dilatation de trompe d'Eustache en deuxième ligne de traitement médical et versus aérateur transtympanique.
Donc ils ont comparé au niveau préopératoire, post-opératoire, à la fois, ici, vous avez, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à repérer ce que j'ai. Voilà, au niveau du groupe, en post-opératoire, à 6 semaines, ils voyaient une diminution des scores cliniques liés à des questionnaires de qualité de vie chez l'enfant, alors que c'était une mesure qui a été faite sur des questionnaires de qualité de vie, qui n'avait pas été faite sur des examens objectifs cette fois-ci. Cette amélioration était constatée également un an après, mais c'était visible sur les deux groupes, à la fois sur le groupe ATT et sur le groupe dilatation, sans qu'il y ait de différence nette entre le groupe aérateur et le groupe dilatation. Donc il n'y a pas une différence entre les deux traitements, mais il est vrai que ces deux traitements agissent vraiment à des endroits totalement différents et pour des raisons différentes. Donc le comparateur, on peut se poser la question de savoir s'il est vraiment bien choisi dans ce cas-là. Une étude cette fois-ci faite aux États-Unis principalement, donc sur 43 cas chez l'enfant, qui était concentré aussi sur les complications. Donc on retrouve également un taux de complications chez l'enfant, ça c'était un peu le questionnement au départ, qui est faible. Chez l'adulte, on voit que c'est 2%, chez l'enfant, on voit que sur 43 cas, il y a eu 2 complications, une épistaxis et un vertige, mais chez un enfant qui avait eu en même temps une myringoplastie et une dilatation. Donc c'est difficile de savoir si vraiment le vertige il est en rapport avec la dilatation ou pas. Donc c'est un geste qui ne semble pas en tout cas être à risque chez l'enfant. Après son bénéfice, comme chez l'adulte, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'études non plus faites contre-mesure contrôle ou placebo de qualité suffisante pour être honnête, pour être certain de dire que la dilatation est efficace. Donc ça, ce type d'études, aujourd'hui, ça manque pour pouvoir être certain d'affirmer les faits, même si on a quand même une tendance globale sur l'ensemble des méta-analyses à montrer qu'il se passe quelque chose. Et là, une dernière étude que je vais vous présenter également par des équipes turques, cette fois-ci où ils allaient regarder l'effet sur le seuil audiométrique et sur le RIN post-opératoire chez les enfants qui avaient eu la dilatation de trompe d'Eustache. Donc ici, avant et après la dilatation. Donc ils retrouvaient un passage d'un RIN de 27 décibels à 9 décibels en post-opératoire. Évidemment, c'était mieux. Et quand ils l'avaient comparé au groupe qui avait des aérateurs, on se retrouvait également avec une amélioration significative dans les deux groupes, sans qu'il y ait véritablement de différence dans les deux bras. Alors, quand on va regarder le taux de récidive, alors là, le problème, c'est que ce n'était pas très bien détaillé dans l'article. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça marche longtemps, même si ça marche? Alors, on se retrouvait dans le groupe dilatation, celui que vous avez en bas, avec 28 cas sans récidive, et puis après 2 cas qui sont supposés avec récidive. Et dans le groupe aérateur, il y avait un petit peu plus de cas avec récidive. Donc voilà, on peut se poser la question aussi sur le fait, est-ce que la dilatation est mieux parce qu'en fait, elle agit au niveau de la cause et pas uniquement au niveau des conséquences. Maintenant, on va passer sur une autre pathologie de la trompe d'Eustache, un peu différente, c'est la béance tubaire. Donc, on a toujours les mêmes acteurs, l'orifice pharyngé, la membrane tympanique. Alors là, l'orifice pharyngé, il est vraiment essentiel à analyser, parce que cette fois-ci, on va retrouver des problèmes qui sont différents de ce qu'on retrouve lorsqu'on a une obstruction. On va pouvoir se retrouver soit face à une hypertonie des muscles, notamment l'élévateur et le tenseur. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes. Et le deuxième mécanisme, c'est l'atrophie du tissu d'Haussmann. Donc c'est tout le tissu, normalement, qui se situe entre le cartilage postérieur et la muqueuse de la trompe d'Eustache. Alors, ce tissu, il est composé de graisse et de vaisseaux. Et cette graisse et les vaisseaux peuvent se modifier au cours du temps. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir diagnostiquer cette béance? Il faut savoir que c'est un diagnostic qui n'est pas toujours facile, parce que les symptômes peuvent ressembler à d'autres pathologies. Ça peut ressembler à des blocages tubaires, comme on a vu avant. Des fois, on a des symptômes qui sont tout à fait similaires. L'autophonie, ça fait partie des symptômes qu'on retrouve dans les deux cas. Une sensation de plénitude d'oreille, des fois des sensations d'instabilité ou de vertige, on peut l'avoir dans les deux situations. Par contre, ce qui est beaucoup plus caractéristique, c'est l'autorespiration, donc le fait que la personne vous dit « je m'entends respirer », ou parfois également, quand elle mange, le signe de la biscotte, elle s'entend manger. C'est-à-dire vraiment avoir les bruits de la mastication dans l'oreille. Et aussi, ce qui est assez caractéristique dans la béance par rapport au blocage, c'est qu'il y a un caractère positionnel assez fréquent. Donc les symptômes vont être améliorés en position allongée ou la tête penchée vers l'avant. Donc ça, il faut toujours demander au patient s'il y a une amélioration des symptômes dans ces conditions-là. Après, les symptômes ont habituellement une augmentation après l'effort physique. Si les gens utilisent des vasoconstricteurs nasaux, bon, parfois le stress aussi, et évidemment, il s'aggrave à chaque fois qu'on leur fait un traitement pour un problème obstructif, alors que ce n'est pas un problème obstructif. Automatiquement, on va aggraver, même de manière temporaire, la béance. Oui, aussi, autre élément important qui améliore les patients, et ça c'est quasiment chez tous les patients, quand ils ont des problèmes tympaniques, ils vont vous dire « dès que je renifle, ça va mieux, mais ça ne dure pas ». Ça aussi, c'est très caractéristique d'une béance.
Alors, les facteurs favorisants, donc je vous l'ai dit, il y a une bonne partie qui est liée soit des problèmes musculaires ou l'atrophie du tissu d'Haussmann. Le tissu d'Haussmann, il y a de la graisse, notamment de la graisse brune. Et cette graisse brune, quand on maigrit, elle disparaît, mais elle ne se reforme pas forcément quand on va reprendre du poids, juste en partie. Donc, des amaigrissements un peu rapides peuvent être à l'origine d'une béance tubaire. Donc, ça peut être plus souvent chez les femmes. Donc, vous voyez, elles ont fait un régime ou elles ont fait une sleeve surgery, et puis donc elles ont perdu du poids assez vite. Et là, d'un coup, la béance se déclenche. Alors après, pour des problèmes plutôt musculaires, les gens qui ont eu des traumatismes crânio-faciales vont avoir un déplacement des muscles intrinsèques ou extrinsèques de la trompe de Stach, ça peut déclencher une béance. Alors l'utilisation de certains traitements, des neuroleptiques, des choses comme ça, peuvent déclencher une béance. Et puis certaines pathologies musculaires, comme les dystonies oropharyngées ou plus généralisées, peuvent entraîner des béances. Et aussi, un élément muqueux essentiel, c'est le reflux gastro-œsophagien qui va également favoriser les béances en créant une hypertonie musculaire. Alors, il y a, voilà, à part l'examen clinique, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec l'autoscopie, les tests, la tubomanométrie, sonotubométrie, il n'y a pas vraiment d'examen spécifique pour la béance tubaire. Certains auteurs ont décrit la possibilité de faire des examens dynamiques, scanner ou IRM, en faisant un Valsalva. Alors là, ça c'est complètement pathologique, l'image de gauche. Quand vous avez fait un scanner, vous ne voyez jamais en totalité le trajet de la trompe de Stach. Si vous voyez ça, c'est forcément pathologique. En général, on voit la partie protympanique, on voit très difficilement la partie pharyngée, et ce qui se passe au milieu, on ne le voit jamais. Si vous le voyez, c'est qu'il y a une béance. Mais ça, il faut faire un Valsalva pour le savoir. Pareil sur l'IRM, il y a des séquences sur lesquelles on peut mieux évaluer l'atrophie de la graisse du tissu d'Haussmann. Alors, les pièges diagnostiques, voilà, je vous ai dit ça en introduction, hein, le problème c'est que souvent ça peut ressembler à d'autres pathologies tubaires, mais ça peut ressembler aussi à d'autres pathologies qui ne sont pas tubaires, comme la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur, avec des symptômes parfois qui peuvent ressembler de manière assez nette à des problèmes de béance. Parfois, des symptômes de type méniériforme aussi peuvent s'y apparenter. Donc, c'est pour ça que l'évaluation de la trompe de Stach dans ce cas-là, elle est vraiment essentielle. Alors, avant de reprendre là-dessus, je vais juste revenir à peine sur la dysfonction tubaire et l'enfant, parce que toi comme moi, on n'en a pas l'expérience. Je ne suis même pas sûr qu'en France, il y ait quelqu'un qui le fasse. Et moi, je suis assez réticent à faire ça chez l'enfant, parce qu'il est en devenir. On ne sait pas ce que ça va donner à long terme. Et il me semble beaucoup plus judicieux de rester de façon beaucoup moins invasive à l'aérateur transtympanique qui va régler le problème temporairement, le temps que ça revienne en place. Après, on pourra discuter de ce qui se passe au-delà de 8-10 ans, mais chez l'enfant de 6, 7 ans, même encore 8 ans, c'est limite. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt de le faire à cet âge-là. Alors, que faire dans le cadre des pathologies de la trompe de Stach? Alors, il y a plusieurs traitements qui ont été discutés. On vous en a parlé, en fait, ils viennent, ils nous disent qu'ils ont déjà des traitements qui fonctionnent. Le fait de baisser la tête, hein, qui crée une certaine congestion temporaire, le fait de renifler, qui crée une dépression. Alors, le reniflement, c'est très court. La congestion tubaire, c'est des gens qui nous expliquent, ils nous disent, mais vous allez me prendre pour un fou. Hein. Je vais vous expliquer, c'est quand je me mets comme ça. Alors moi, j'ai des patients, ils m'expliquent, hein, ils s'assiedent, ils mettent la tête entre les genoux, plutôt incliné du côté, s'il y a une béance unilatérale de ce côté-là, il crée une congestion, puis il dit, voilà, là, je suis tranquille. Alors des fois, ça dure 10 minutes, des fois, ça dure 1 heure, et ils sont obligés de faire ça. Si ils se mettent les pieds en l'air, ça va durer un petit peu plus longtemps, il y aura plus de congestion. Donc voilà, ça fonctionne, mais on ne peut pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire de façon répétée. Il y en a qui le font de façon un peu plus discrète pour la prise en charge par une compression vasculaire. Hein, ils vont se comprimer la veine pour créer aussi une congestion donc locale. Ça, ils peuvent le faire de façon un petit peu plus discrète en réunion quand ils ont trouvé cette manœuvre et ils peuvent le répéter. Bon, c'est pas un traitement en soi, mais c'est des choses qui peuvent être proposées. Alors après, il y a l'instillation d'œstrogène nasal. Personnellement, je n'en ai pas l'expérience, mais qui a été proposée avec, vous verrez, en termes d'efficacité, c'est très, très discuté. L'irrigation sodée, qu'on propose déjà de façon larga manus, donc c'est rare qu'on ait un patient qui vienne et qui n'ait pas déjà essayé ça. Et puis, l'utilisation des différents irritants locaux. Alors, il y en a un très simple qu'on peut se procurer et que j'ai fait essayer à pas mal de mes patients avec des résultats qui sont très mitigés, c'est la poudre d'aspirine. Hein, c'est facile de trouver de la poudre d'aspirine. Je leur demande de se mettre cette poudre d'aspirine dans la poire avec laquelle ils font leur lavage de fosse nasale et de se l'insuffler hein, dans la fosse nasale.
j'ai pas eu d'épistaxis, en tout cas pas plus que d'habitude, et un résultat, certains me disent, mais après, la différence avec l'effet placebo, je ne sais pas trop ce que ça va donner. D'un point de vue chirurgical, on peut avoir, alors ça dépend de la pathologie, mais une diminution effectivement de l'autophonie par l'utilisation là aussi des aérateurs transtapaniques. Donc c'est assez simple à faire chez un adulte, un aérateur transtapanique à la consultation. L'utilisation des masses tympaniques, donc quand le symptôme relève du mouvement au niveau du tympan, surtout lorsqu'il est visible, on peut assez facilement leur proposer ça. Alors, il y a différents systèmes qui ont été proposés. Ma façon de faire, alors pareil, je n'ai pas d'études, c'est des cas éparses que j'ai. J'utilise un fragment de silicone que je leur mets sur donc c'est le même système que le bout de papier cigarette, mais c'est un petit peu plus épais, un petit peu plus lourd. Donc je leur mets cette rondelle de silicone collée avec de la colle biologique sur le tympan, c'est complètement réversible. Ils en ont pour quelques jours, voire quelques semaines. Et si c'est efficace, je passe à la deuxième phase, qui je ne proposerai pas d'emblée et qui, de toute façon, même quand ça a été efficace avec le silicone, est parfois refusé par le patient, c'est d'aller alourdir le tympan avec une greffe cartilagineuse. Donc ça fonctionne. Et l'autre principe, c'est d'aller à des obstructions tubaires, partielles ou totales. Alors moi, je le réalise pas. Frédéric en fait quelques-uns. On peut le faire par voie tympanique. Alors c'est uniquement dans les mains de l'inventeur du plug qui est là, Kobayashi, qui fait ça au Japon. Donc il a différentes tailles en fonction de la taille de la trompe de Sache. Il fait ça par voie sous-tympanique et il va mettre son truc. Il dit qu'il a des résultats qui sont de plus de 80% d'efficacité. Bon, voilà, je me vois mal faire ça. Et les instillations, alors en fonction de ce qu'on veut traiter au niveau de la trompe de Stache, soit avec des paralysants, donc du Botox, pour aller relâcher les muscles au niveau de la trompe de Stache pour la refermer, ou alors, si c'est quelque chose de plus anatomique, de faire des injections d'acide hyaluronique, voire même des greffes cartilagineuses sous-muqueuses au niveau du cavum. Donc, globalement, c'est des traitements qui sont très très variés et souvent quand on a un panel comme ça de propositions thérapeutiques, c'est qu'il n'y en a pas une qui marche, sinon on aurait un consensus. Le traitement des facteurs associés qu'on reprend, voilà, je vous en ai parlé en fonction de leur efficacité. Alors oui, le traitement du reflux gastro-œsophagien, moi je trouve que globalement, seul, ça ne donne pas grand-chose. Et puis quand on l'associe, est-ce que c'est celui-là qui est le plus efficace? Je ne sais pas. Les prises de poids, si j'ai des patients qui effectivement avec des variations de poids arrivent à avoir des améliorations à la suite de reperte de poids, la réapparition de la béance. Voilà. C'est difficile. Le traitement du tympan, laissez en parler un mot, voilà, on se retrouve avec le papier cigarette, avec des résultats, quand ça a été bien ciblé, qui sont relativement efficaces. C'est clair que si vous voyez le mouvement tympanique lors de la respiration, sans que les gens forcent, que vous avez une vraie véance avec le mouvement tubaire, clairement, ça marchera. Tu veux en dire un mot ? D'années sur PubMed, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est que des études de cas sur 10-20 cas à chaque fois, c'est jamais des nombres de séries énormes, donc en fait, c'est difficile de conclure. Il n'y a jamais de traitement comparateur ni rien. Donc là, par exemple, on se retrouve avec 3/4 des cas qui sont améliorés avec le paper patching. Là, c'est les traitements plutôt liés avec comme on l'avait dit, avec une myringoplastie cartilagineuse. Donc là, on peut retrouver aussi une amélioration des symptômes de l'autophonie, de la sensation de plénitude d'oreille. Bon, voilà, ça fait partie des traitements qu'on peut proposer, mais là, une fois de plus, sur 20 patients, donc quoi en dire, c'est un petit peu compliqué. J'ai une petite vidéo pour vous montrer les principes de l'injection qu'on peut faire lorsqu'on a une atrophie du tissu d'Haussmann. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs produits qui ont été proposés. Moi, je préfère utiliser le Radies parce qu'en fait, c'est celui qui a la tenue la plus longue. Alors, il ne faut pas avoir une atrophie trop importante pour que ça marche. Il faut que ce soit une atrophie du tissu d'Haussmann, évidemment. Pas trop de composantes musculaires. Donc l'idée, c'est d'aller piquer dans le brûlé tubaire et de pouvoir aller injecter un volume, en général, 1,5. Enfin, si on arrive à faire 1,5 ml, on est relativement content. C'est vraiment le maximum qu'on arrive à mettre. Et puis, au bout d'un moment, il y aura un reflux du produit lorsqu'on a injecté. Je vais juste essayer de vous montrer après ce que ça donne en fin d'intervention. Alors, ce côté-là, peut-être un peu plus béant. Donc, peut-être mieux voir la différence à la fin.
voilà, bon, l'idée, c'est à la fin de se retrouver avec un orifice qui ne soit plus ouvert en permanence, hein, comme c'est le cas ici. Et puis après, l'autre geste, c'est les greffons cartilagineux. Alors, c'est pas, le geste en lui-même, il n'est pas très compliqué, mais la difficulté, c'est d'arriver à bien doser la quantité de cartilage à mettre, parce que c'est pas, enfin voilà, c'est un peu au jugé, quoi. Il n'y a pas vraiment d'éléments pour dire si la trompe elle est suffisamment ou insuffisamment bouchée. Donc l'idée, c'est d'aller inciser vraiment en dessous de la queue du cornet inférieur et de se mettre en arrière de l'orifice phénopalatin et ensuite d'aller disséquer au contact de l'os et d'aller passer entre le muscle tenseur et l'os, donc l'os maxillaire, et aller mettre le plus de cartilage possible en arrière. Dans des prélèvements de cartilage qu'on va faire au niveau du septum nasal, généralement, on peut prendre aussi de la conque hein, lorsqu'on n'a pas assez de matériel. Pour essayer de passer un petit peu vite, hein, pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est une partie du cartilage là, qui va être mis en place pendant la chirurgie. Donc il faut aller glisser sous le lambeau et surtout aller bien appliquer au fond de la cavité qu'on a créé, l'espace de décollement qu'on a fait entre le muscle et l'os. Voilà, donc là c'est ce qu'on commence à voir là, en fin d'intervention quand on a mis suffisamment de cartilage. Donc on se retrouve avec un orifice tubaire, bon, au moins qui visiblement extérieurement est beaucoup mieux fermé. Alors après la difficulté c'est d'aller mettre le point en arrière là, parce que là ça c'est un moment assez glorieux en général. Je vais vous le passer, c'est vraiment la partie la plus difficile de l'intervention, c'est derrière à refermer. Voilà, si on regarde la partie juste des injections, là aussi sur une étude qui a été faite avec du Radies sur 15 patients, donc on retrouve une amélioration dans 2/3 des cas. Et là également avec de l'hydroxylapatite, donc on voyait une amélioration sur l'autophonie en 96% des cas, 91% des cas. Alors là, ces chiffres, on est près d'une élection dans un pays peu démocratique quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit franchement très fiable, c'est un peu surestimé. Et là, ça c'était un autre geste qui avait été fait avec différents types de techniques, me semble-t-il. Et là, ils avaient fait un greffon cartilagineux dans ce cas-là. Et lorsqu'ils avaient fait le greffon cartilagineux, on avait une diminution complète des symptômes, 7%, partiel 36%. Pas d'amélioration dans 50% des cas. Alors généralement, ceux pour qui on réserve le cartilage sont les cas les plus graves. Donc aussi, peut-être c'est pour ça qu'on a des résultats qui sont moins bons. Je vous ai juste mis, sans mettre les études, en fait, quand vous regardez qu'il n'y a aucune étude randomisée, il n'y a aucune étude fiable, c'est des études de cas, chacun y va de sa technique en disant que sa technique, elle est bonne, et voilà, vous arrivez à des 50 à 100% en fonction des cas, et ça veut strictement rien dire. Donc, globalement, il est très très difficile hein, de poser une indication adaptée. Il faut vraiment, le plus important, c'est de faire le bilan. Et je ne sais pas si tu as cette expérience, mais les gens, ils ont un cortège de symptômes qui les gênent, mais qui ne sont pas graves. Et ce qu'ils veulent, c'est savoir. Et donc, quand vous leur expliquez ce que c'est, qu'ils ont une béance tubaire, à quoi c'est dû, pourquoi est-ce que quand ils mettent la tête sur le côté en bas, ça va plutôt mieux, qu'ils peuvent le faire avec d'autres moyens, essayer de s'irriter localement, eh ben, ça passe plutôt bien. Et j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas aller à ces extrémités chirurgicales dont on n'est pas tellement sûr du résultat. Voilà, enfin, en faisant l'analyse un peu de la littérature, c'est une proposition d'algorithme de prise en charge, mais bon, qui reste aujourd'hui très discutable pour les raisons qu'on vient de vous évoquer. Il n'y a pas de traitement véritablement évalué de manière correcte pour savoir si ça fonctionne ou pas. Sachant, moi, je fais moins sur le tympan normal. C'est systématiquement, ils ont du médical. Je regarde en fonction sur tympan anormal, vraiment, là on sait qu'on va, généralement, tympan anormal, il vous parle de l'autophonie, le fait d'entendre quand il mange. Et là, le traitement d'alourdissement du tympan marche bien. Et en dehors de ça, eh ben, je fais tout pour qu'on n'ait pas besoin de traiter. Traitements médicaux, la majorité, ils les ont déjà faits. Hein. Quand ils viennent nous voir, ils ont déjà à peu près tout testé. Voilà, écoutez, on vous remercie pour votre attention et puis on attend vos questions. Yann.
Ça arrive quand on a fermé le tympan, en fait. Quel est votre avis sur cette question? Votre avis d'expert, parce qu'évidemment, il n'y a pas de... Ouais, après, bon, il n'y a pas vraiment d'argument dans la littérature qui permettent de répondre à ta question. Donc, c'est plus un peu sur notre ressenti qu'on va pouvoir te répondre. Après, la difficulté, c'est d'arriver à savoir comment est la fonction tubaire en préopératoire, parce que c'est pas toujours facile. Bon, quand on a une rétraction tympanique ou une otite chronique, je dirais simple, ça va. Quand on a un cholestéatome, c'est quasiment impossible de l'évaluer. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, quand c'est un cholestéatome ou une pathologie de ce type-là, je préfère aller dans le sens inverse. Je traite d'abord la pathologie de l'otite chronique et après, je regarde comment est la fonction tubaire après. Quand c'est juste une poche de rétraction tympanique, le problème est un peu différent, parce que comme je peux évaluer avant la fonction tubaire, effectivement, je peux être amené à faire un geste en même temps de dilatation, ou même de faire la dilatation avant si la poche n'est pas grave, et après de voir qu'est-ce qui se passe, et éventuellement après faire le geste tympanique. À peu près la même chose. Pareil, quand j'ai un problème de déformation de la trompe d'Eustache, pardon, du tympan lié à un problème de trompe d'Eustache, je commence par la dilatation, et je vois secondairement s'il faut faire quelque chose. Quand c'est un cholestéatome, je ne le fais jamais en première intention. Par contre, en fonction de la récidive, si réellement c'est une récidive, parce que dans un résiduel, ce n'est pas le problème, mais quand c'est une récidive, là, lors de la reprise, je le fais à chaque fois, je l'associe. Par contre, je n'ai pas de recul, je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Mais ça me semble logique à ce moment-là, puisqu'on est de façon quasi certaine dans une pathologie tubaire qui est responsable de la pathologie d'associer cette prise en charge, puisqu'il est déjà anesthésié et sous nos mains. Merci pour votre réponse. Deuxième petite question. Quid de la dilatation en passant par l'oreille moyenne? Est-ce que c'est une aberration anatomique? Est-ce que ça peut s'envisager? Oui, je sais que tu le fais, donc c'est pas une question innocente. Je le fais, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas d'argument pour... j'ai aucun argument scientifique et médical pour évaluer ce que je fais, donc je le fais clairement entre nous, hein, n'importe comment. Hein. Non, mais voilà. Mais non, je pense que c'est pas n'importe comment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la dilatation, de toute façon, va dilater au point le plus étroit. Donc, à partir du moment où on franchit la région isthmique, qu'on passe par le nez ou par l'oreille, on aura fait la même chose. Hein. Je ne suis pas le seul à le faire. Hein, pour avoir mais les uns et les autres. Moi, ça ne me semble pas être une hérésie dans la mesure où, de toute façon, du moment où on va cibler la région de l'isthme, qu'on l'atteigne par le pharynx ou qu'on l'atteigne par l'oreille, on arrivera normalement au même résultat. Il n'y a pas de raison. Parce que la dilatation, elle va se faire uniquement sur le point le plus étroit, la trompe d'Eustache. Elle ne va pas se faire ailleurs. Donc oui, hein, pourquoi pas. Ouais, moi aussi, ça me semble logique, mais c'est un peu délicat d'utiliser ce matériel dans de cette façon-là, parce qu'au niveau de la longueur, on ne sait pas exactement où on est, c'est un peu plus difficile de l'évaluer. Mais par contre, oui, avec le ballon. Mais avant le ballon, moi, j'utilisais de façon très régulière les sondes de cyalandoscopie, hein, avec lesquelles j'essayais de faire une dilatation tubaire par voie antérograde. Excusez-moi, juste une dernière question très rapide, parce que je n'ai pas d'avis non plus sur la question, j'aimerais avoir votre avis d'expert. On nous sert un discours marketing de compagnie dont je tairai les noms, sur l'importance du diamètre du ballon, 3 versus 6. Est-ce que c'est vraiment important ou pas, au vu de vos connaissances? Eh ben, alors 6, ça me semble beaucoup, parce qu'après, ça dépend des marques. 6 mm, ils font... Striker, ils proposent les 5 et les 6. Oui, Spiegel, voilà. C'est du 5. Qui est-ce qui fait du 3? Non, mais ça, c'est des longueurs, parce qu'en fait, sur le diamètre... Après, ça dépend de la pression. Toi, tu parlais du diamètre? Voilà. Oui, du diamètre. Ouais, du diamètre. Moi, je suis d'accord. Moi, je parle aussi du diamètre. J'ai pas de... Le diamètre, de mémoire, à 10 bars, celui de Spiegel, il est aux alentours de 3,2, quelque chose comme ça. Et celui d'autre à 3,5 ou 3,6, à 12 bars, celui de Striker. Bon, après... Striker, c'est deux ballonnets différents. Parce que tu n'as pas de manomètre, donc tu ne sais pas à combien tu es, c'est la totalité. Normalement, ça correspond à quand tu es à 12 bars, en fait, quand tu es à la seringue. Normalement, le striker, il est à 12 bars quand tu es au max. Enfin, quand tu es en position normale, il est à 12 bars. Et bien là, il est à 5, hein, sauf si tu prends l'autre qui est à 6. Le diamètre? Ils en ont deux, ils en proposent deux. Exactement. Comme le prix du dispositif n'est pas du tout le même, tout à fait. Alors, mais que l'un peut être utilisé plusieurs fois. Voilà. Et donc l'idée, c'est de le faire éventuellement par l'oreille moyenne et par le cavum chez le même patient pour tout couvrir, quoi. Voilà, je voulais avoir juste votre avis. Est-ce qu'on a des arguments pour l'un ou pour l'autre? Moi, je ne sais pas s'il y a un intérêt à faire par le cavum si tu l'as fait par l'oreille. Je ne vois pas ce que ça va amener de plus. Par contre, l'intérêt que ça peut avoir, c'est lorsqu'on a des problèmes bilatéraux, qu'on fait une dilatation bilatérale, le ballon de Spiegel, il n'est pas fait pour ça. Donc des fois, on n'arrive pas à le recharger, ou c'est compliqué, ou ça se tord dedans. Il faut utiliser 2 ballons. C'est que l'avantage du striker, c'est quand on doit faire un geste bilatéral, c'est sûr que le ballon, il est fait pour ça. Ça, moi, je pense que c'est le gros plus. Et à ce moment-là, ça revient moins cher. Non, mais d'un point de vue économique, c'est ça. Si tu prends 2 Spiegel, ça te coûte plus cher que si tu prends un striker. Et effectivement, le striker, on peut le rétracter, le réutiliser
une fois sur deux, au moins, ça ne marche pas avec le Spiegel. Est-ce que vous faites une imagerie systématique par IRM ou scanner avant le geste de dilatation? Moi, je vous l'ai dit, oui. Systématiquement, il y a un scanner pour vérifier. C'est théorique qu'il n'y ait pas une proximité à l'artère carotide avec un risque de rupture d'une fine couche osseuse. Ouais, maintenant, moi, je le fais plus. Je le faisais au début. C'est vrai que maintenant, je le fais plus de manière systématique parce qu'il y a pas mal d'études là-dessus qui ont montré que le scanner n'était pas indispensable. Alors, c'est vrai que bon, on peut le faire, ça mange pas de pain. Je veux dire, c'est pas très invasif non plus. Après, je sais pas si c'est vital. Après, l'autre question qu'on nous pose souvent sur ce genre de thématique, c'est est-ce que vous, on le fait sur les problèmes post-radiothérapie? Moi, je l'ai fait que sur un seul patient. C'est vrai que j'en ai pas trop l'expérience non plus parce que c'est vrai que là, le risque, à mon avis, de rupture de problème carotidien est quand même pas le même, à mon avis, en post-radiothérapie. Mais c'est vrai que sur ces patients-là, on est quand même assez limité en termes de thérapeutique. Quand ils commencent à avoir des otites séreuses post-radiothérapie, et les diabolos, c'est rarement une solution, je dirais, durable parce que l'oreille se met à couler. Donc ça, il faudrait peut-être faire une étude en mesurant les risques pour savoir si ça peut être une thérapeutique intéressante. Alors, oui, je l'ai essayé, mais franchement, la graisse, allez, si ça tient 15 jours, c'est le maximum. Hein. Franchement, la durée de la graisse à cet endroit-là n'est pas très très longue. Monsieur Fraisse. Non, mais c'est juste une question naïve parce que j'ai fait des tas de comblements de la trompe de stage dans les voies translabyrinthiques avec du cartilage, du muscle, de peur d'avoir des fistules, de liquide céphalorachidien par la trompe, en bourrant jusqu'à l'isthme avec du cartilage, etc. J'ai jamais vu un malade se plaindre d'une otite séreuse, son tympan est toujours normal, il n'y a pas de sensation de plénitude. Comment vous expliquez ça? Alors, bon, déjà, ce qu'il faut voir, c'est vrai que même quand on pense faire quelque chose de complet, il y a toujours un petit peu d'air qui passe, parce qu'après, quand on fait des imageries dans l'oreille moyenne, après des comblements de voies translabyrinthiques ou des choses comme ça, c'est rare qu'on ne retrouve pas du tout d'air dans l'oreille moyenne. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc la trompe de stage, quand même, on a beau essayer de la boucher, il faut vraiment y aller fort pour arriver à la boucher complètement. Ça, je pense qu'il y a quelque chose. Et après, le deuxième élément, c'est toujours pareil. Pour qu'il y ait un problème tympanique, il faut aussi qu'on ait des anomalies, des gaz de l'oreille moyenne, donc un tissu inflammatoire ou quelque chose comme ça. Si on n'a pas du tout de tissu inflammatoire et qu'on ne va pas en montagne ou qu'on ne change pas la pression, il n'y a pas de raison. Une trompe de stage qui ne fonctionne pas n'est pas forcément péjorative. Il faut savoir que dans la population, les manœuvres tubaires, il y a à peu près 15% des personnes qui n'ont pas de trompe de stage vraiment efficace et qui se plaignent de rien. 3 questions par Internet. La première concernait le coût du ballonnet par rapport aux aérateurs transtympaniques. Et là, on peut pas lutter. Hein. C'est vrai que c'est pas du tout le même coût. Non, après, bon, ça dépend des marques, mais enfin, il faut compter entre 400 et 600 euros, quoi. Ouais. C'est à peu près ça. D'accord. Et il n'y a pas de cotation. La deuxième question concernait la prévention des récidives après le traitement. Quelle prévention? Oui, ça on l'a un peu évoqué, hein, c'est-à-dire qu'en fait, bon, dans les cholestéatomes ou les otites chroniques, effectivement, ça peut venir en prévention des récidives si on pense qu'il y a un problème tubaire qui persiste après le traitement du tympan. Donc on peut traiter soit en préventif avant de régler le problème de tympan, soit le faire après si on voit une rétraction qui se redéveloppe à nouveau après le traitement d'une poche. Je n'avais pas compris la question comme ça. Je pensais qu'il voulait savoir si on avait une récidive de la dysfonction tubaire après avoir fait la dilatation. Et effectivement, il y en a et on peut redilater. Alors, si on a une perte d'efficacité au bout de 2-3 semaines, ce n'est pas la peine. Et ça a été évalué par des études, si c'est au bout d'un an, par exemple, ça vaut vraiment le coup de redilater. On a une efficacité supérieure lors de la deuxième dilatation. Jusqu'à combien de fois on peut redilater? Moi, je n'ai pas été plus loin de 2. Moi, pas plus que 3, mais bon. Il y avait une dernière question, ça concernait le risque de basculer d'induire une otite séromuqueuse après dilatation. Alors, non, enfin, il y a 2 questions, en fait. Voilà. Souvent aussi, la question qui vient, c'est est-ce qu'on peut créer une béance en faisant une dilatation? Bon, en fait, on ne peut pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'agit pas du tout au même endroit. La béance, vous avez vu, c'est un problème qui est au niveau de la valve. Donc, soit c'est musculaire, soit c'est la graisse. La dilatation, elle, c'est au niveau de l'isthme. C'est 2 endroits différents. Après, par contre, ce qu'on peut avoir et qui n'est pas exceptionnel, c'est des gens qui ont les deux. Un blocage et une béance. Pourquoi? Les gens qui ont un blocage, ils vont forcer pour ouvrir la trompe de Stach, ils vont forcer. Donc, ils vont entraîner une hypertonie musculaire qui fait qu'à partir du moment où vous libérez le problème de blocage, qu'est-ce qui va rester? Cette hypertonie musculaire et donc des signes de béance. Donc, vous n'avez pas généré la béance par la dilatation, mais si vous n'avez pas évalué avant cette possibilité de béance, vous pouvez créer un autre problème en résolvant le premier. Et des fois, la béance les gêne plus au final que le problème de départ. Donc, si vous voyez qu'il y avait cette hypertonie musculaire et un blocage de trompe de Stach, attention avant de faire la dilatation. Après, les rhizotites séromuqueuses, après dilatation, moi, j'en ai jamais vu. C'est du ponctuel. On a, de façon très ponctuelle, une espèce d'otite inflammatoire aiguë, mais qui dure rien du tout et qui n'est pas nécessaire de traiter.
C'est plus que difficile parce qu'en fait, le seul fabricant a arrêté la fabrication et la distribution. Donc alors là, on est en train de réfléchir à des méthodes alternatives. Bon, il y a certains fabricants qui essaient pour les tympanomètres, avec les fonctions 3D, de voir si ça peut avoir un intérêt pour mesurer les problèmes tubaires. Bon, moi, sur les premières expériences que j'ai eues, je n'ai pas trouvé pour l'instant vraiment d'alternative très efficace, à part la sonotubométrie, où effectivement, là, on peut arriver à avoir quand même des informations complémentaires. Mais c'est vrai que là, ça va poser problème. Mais bon, c'est que pour une diffusion plus large de la technique, si on arrive à trouver des alternatives à la tubomanométrie ou même à la sonotubométrie, quelque chose de plus simple et de plus utilisable en routine, ça serait préférable. Donc bon, je pense que pas mal de fabricants y pensent et y travaillent.